Le matin de mon audience de divorce, mon mari est entré dans la salle d'audience. En souriant comme s'il avait déjà gagné. Il s'est penché vers moi et a murmuré. « Tu repartiras d'ici sans rien. » Sa petite amie a ri assez fort pour que tout le monde l'entende et a ajouté « Elle ne mérite pas un seul centime. » Je n'ai pas discuté. Je ne les ai même pas regardés. Au lieu de cela, j'ai calmement remis à mon avocat une lettre scellée en lui demandant de la donner au juge au moment opportun. 5 minutes plus tard, le juge l'a ouverte, a lu 2 paragraphes, a levé les yeux et a prononcé 4 mots qui ont tout changé. Et bien, cela change la donne. Je m'appelle Rachel Carter. J'ai 38 ans. Et là. Dernière chose que mon mari m'a murmuré avant que notre audience de divorce ne commence était « Tu repartiras d'ici sans rien ». Il souriait en disant cela. Comme si l'issue était déjà décidée. Il y a 5 ans, entendre ces mots m'aurait brisé. Ce matin-là, ils m'ont à peine fait scier car je savais quelque chose qu'il ignorait. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter 15 ans en arrière. J'ai rencontré Ethan quand nous avions tous les deux 23 ans. Il avait de grands rêves et très peu d'argent. J'avais un emploi stable en comptabilité. Un petit appartement et assez d'optimisme pour nous deux. Il voulait lancer sa propre société de logiciels. Tout le monde lui disait que c'était trop risqué. Pas moi. Je croyais en lui. Quand nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, nous avons convenu d'un plan simple. J'apporterais la stabilité pendant qu'il bâtirait l'entreprise. Une fois que ce serait un succès, nous profiterions des récompenses ensemble. Du moins, c'était ça, le rêve. Les 3 premières années ont été difficiles. Vraiment difficiles. Certains mois, l'entreprise ne gagnait presque rien. Il y avait des soirs où Ethan rentrait à la maison, convaincu qu'il devait abandonner. Je m'asseyais à côté de lui à notre petite table de cuisine, je lui versais une autre tasse de café et je lui rappelais pourquoi il s'était lancé. On va s'en sortir, lui disais-je. Et d'une certaine manière, nous y arrivions toujours. Je faisais des heures supplémentaires presque chaque semaine. Mon salaire couvrait le crédit immobilier, les courses, les charges, l'assurance santé, et même la plupart des premières dépenses logicielles de l'entreprise quand les investisseurs se retiraient. J'ai repoussé mon master. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre les deux. J'ai retardé l'achat d'une nouvelle voiture. J'ai renoncé aux vacances. Chaque sacrifice semblait en valoir la peine parce que je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Chaque fois qu'Ethan me remerciait, il disait la même chose, un jour, tout cela sera à nous. Je croyais chacun de ces mots. Puis tout a changé. La 7e année de l'entreprise, l'un des produits d'Ethan a connu un succès fulgurant de manière inattendue. En 18 mois, son entreprise s'est étendue dans 3 régions. Interviews, récompenses, couverture de magazines, conférences professionnelles. Soudain, tout le monde voulait connaître Ethan Carter. Au début, j'étais fier. Voir quelqu'un que vous aimez réaliser son rêve est une chose magnifique, jusqu'à ce que le succès commence à le changer. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Les conversations au dîner sont devenues des présentations unilatérales sur les investisseurs, le chiffre d'affaires et l'expansion. Il a engagé des assistants pour le travail, mais s'attendait toujours à ce que je continue à tout gérer à la maison. Quand j'ai suggéré de reprendre enfin mes études, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Pourquoi? Ce seul mot m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que tu entends par pourquoi? Tu n'as pas besoin d'un autre diplôme. J'en ai toujours voulu un. Il a haussé les épaules. Ça semble inutile maintenant. Petit à petit, le partenariat que nous avions construit a disparu. Les voyages d'affaires sont devenus plus fréquents.
Les réunions tardives sont devenues routinières. Les projets de week-end étaient constamment annulés. Chaque inquiétude que j'émettais était balayée de la même façon, tu te fais des idées. Tu t'inquiètes trop. Ce n'est que le travail. Je voulais le croire, jusqu'à un soir où, en classant des documents pour notre comptable, j'ai trouvé des réservations d'hôtels qui ne correspondaient à aucune conférence figurant sur le calendrier d'Ethan. Je ne l'ai pas accusé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire attention, silencieusement. Les signes sont devenus impossibles à ignorer. Les appels téléphoniques qu'il prenait dehors. Les messages supprimés dès leur arrivée. Des mots de passe soudains sur des appareils qui n'en avaient jamais eu besoin auparavant. Puis, un après-midi, j'ai surpris une conversation. Il pensait que je ne pouvais pas entendre. Je vais bientôt régler le divorce, disait-il. J'ai juste besoin que tout soit en place d'abord. Mon monde entier est devenu silencieux. Non pas parce qu'il voulait divorcer, mais parce qu'apparemment, il le planifiait sans me dire un seul mot. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis resté seul dans notre salon jusqu'au lever du soleil. Puis j'ai pris une décision. Si notre mariage était déjà fini dans son esprit, je n'allais pas le supplier de rester. Le lendemain matin, j'ai engagé une avocate spécialisée en divorce, Linda Moral. Après avoir examiné tout ce que j'avais apporté, elle s'est adossée à sa chaise. Rachel, quelle quantité de documents avez-vous? J'ai ouvert un dossier de près de 8 cm d'épaisseur. Relevé bancaire, déclaration d'impôt, email, dossier de prêt, reçu datant de plus d'une décennie. Elle avait l'air sincèrement impressionnée. Vous avez gardé tout cela? J'ai toujours cru que la paperasse disait la vérité. Au cours des semaines suivantes, Ethan a engagé l'une des équipes juridiques les plus chères de la ville. Des amis communs ont commencé à m'appeler. Apparemment, Ethan racontait à tout le monde exactement comment le divorce allait finir. Il disait, elle ne touchera jamais un centime de son entreprise. Il répète qu'il a tout construit tout seul. J'ai simplement remercié les gens de m'avoir prévenu. Je n'ai jamais discuté, jamais cherché à me défendre. La vérité n'avait pas besoin que je crie. Le matin de l'audience, Linda a ajusté la pile de dossiers sur notre table. Es-tu prête? J'ai regardé vers les portes de la salle d'audience. J'ai fini de me battre. J'ai souri doucement. Je suis prête pour la vérité. À ce moment-là, Ethan est entré, vêtu d'un costume sur mesure hors de prix. Derrière lui arrivait son avocat, et assise avec assurance dans le public, se trouvait la femme que j'avais vue dans ses réservations d'hôtel. Elle a croisé mon regard et a souri. Puis Ethan s'est penché vers moi, tu aurais dû accepter quand je t'ai fait une offre. Je n'ai rien dit. Les portes de la salle se sont ouvertes. Tout le monde s'est levé. Alors que le juge entrait et se préparait à commencer la procédure, j'ai plongé la main dans mon attaché-caisse, j'en ai sorti une enveloppe soigneusement scellée et je l'ai tendue discrètement à Linda. S'il te plaît, ai-je murmuré, donne ça au juge. Au moment opportun. La salle est devenue totalement silencieuse lorsque le juge a pris place. Mon avocate, Linda, a organisé nos dossiers tandis qu'Ethan se renversait sur sa chaise avec la confiance de quelqu'un qui croit que l'issue est déjà décidée. Il n'avait même pas l'air nerveux. Pourquoi l'aurait-il été? Il pensait que l'entreprise, les investissements et l'avenir que nous avions construits ensemble lui appartenaient uniquement. Son avocat s'est levé en premier. Votre honneur. A-t-il commencé, Monsieur Carter a bâti son entreprise grâce à sa vision, son leadership et son travail acharné. Bien que Madame Carter ait certainement été son épouse, elle n'a apporté aucune contribution significative à la création ou à la
croissance de l'entreprise. Nous demandons à la Cour de reconnaître l'entreprise comme étant son accomplissement personnel. Ethan a hoché la tête avec fierté. Puis il m'a regardé. Un léger sourire a traversé son visage. C'était le même sourire qu'il portait le matin où il avait promis que nous bâtirions notre avenir ensemble. Sauf que maintenant, il n'avait plus aucune chaleur. Le juge s'est tourné vers Linda. La réponse de Madame Carter. Linda s'est levée. Calmement. Nous allons répondre à ces déclarations, votre honneur. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a accusé personne de mentir. Au lieu de cela, elle s'est dirigée silencieusement vers le bureau du greffier et a remis l'enveloppe scellée que je lui avais donnée. Ceci a été préparé par ma cliente. Le juge a ajusté ses lunettes. De quoi s'agit-il exactement? Un résumé chronologique du soutien financier documenté et des dossiers pertinents déjà inclus dans la procédure de communication des pièces. Le juge a hoché la tête. Je vais l'examiner. Il a soigneusement ouvert l'enveloppe. Toute la salle d'audience a regardé en silence. Ethan a croisé les bras avec confiance. Sa petite amie a jeté un coup d'œil vers moi avec une expression amusée. Aucun des deux ne semblait inquiet. Le juge a commencé à lire. Ses yeux parcouraient lentement la première page. Puis la deuxième. Il s'est arrêté, et revenu en arrière. A relu un paragraphe. Finalement, il a levé les yeux. Madame Carter. Oui, votre honneur. Vous avez organisé ces dossiers vous-même? C'est exact. Il a hoché la tête, songeur. J'apprécie les chronologies claires. Il est retourné à la lettre. La première page n'avait rien d'émotionnel. Il n'y avait pas d'accusation, pas de langage dramatique, seulement des dates. Mars 2011, Rachel retire 28 000 € de son épargne personnelle pour couvrir la paie de l'entreprise après le retard d'un financement d'investisseurs. Document justificatif en annexe. Septembre 2012, Rachel refinance son véhicule pour réduire les dépenses mensuelles, permettant aux revenus du foyer de soutenir les opérations de l'entreprise. Relevé bancaire en annexe. Février 2013, Rachel repousse son master pour continuer à travailler à temps plein tandis qu'Ethan se consacre exclusivement à la croissance de l'entreprise. Puis venaient les copies de mai. L'un a attiré l'attention du juge. Il venait d'Ethan, je n'aurais pas pu maintenir l'entreprise en vie sans toi. Un jour, tout ce que nous construisons appartiendra aux deux. La salle est restée silencieuse. Le juge a continué sa lecture. Un autre email, merci de couvrir. À nouveau le crédit immobilier. Je promets que ce sacrifice ne sera pas oublié. Une autre réunion avec les investisseurs est possible parce que tu maintiens tout le reste à flot. Je n'ai pas regardé Ethan. Je n'en avais pas besoin. Le silence à mes côtés était en train de changer. La confiance avec laquelle il était arrivé commençait à s'évaporer. Le juge a saisi les pièces financières déjà soumises par les deux équipes juridiques. Il a comparé les dates, les relevés bancaires, les dossiers de prêt, les documents d'entreprise. Toutes les quelques minutes, il faisait une autre note manuscrite. Puis il a regardé directement Ethan. Monsieur Carter. Oui, votre honneur. Vous avez témoigné que l'entreprise était entièrement autofinancée après sa première année. C'est exact. Le juge a soulevé un document. Alors, pourriez-vous expliquer ce virement? Ethan a froncé les sourcils. Son avocat s'est immédiatement penché en avant. Quel virement? Le dépôt de 28 000 € effectué sur le compte d'exploitation de l'entreprise. Son avocat a rapidement examiné la pièce. Cela semble être. Il s'est arrêté de parler. Le juge a continué. Calmement, cela correspond au même montant retiré du compte d'épargne.
Personnel de Madame Carter le même jour. Personne n'a parlé. Le juge a tourné une autre page. Vous avez également déclaré que vos dépenses domestiques étaient gérées indépendamment. Un autre document est apparu. Pourtant, ces dossiers indiquent que Madame Carter a payé le crédit, l'assurance, les charges et les primes d'assurance santé pendant près de 4 années consécutives alors que l'entreprise fonctionnait à perte. Ethan s'est agité inconfortablement. Son avocat a chuchoté quelque chose à son oreille. Pour la première fois ce matin-là, aucun des deux n'avait l'air confiant. Le juge n'en avait pas fini. Il semble également y avoir une correspondance reconnaissant les contributions financières de Madame Carter. Il a brandi un autre email imprimé. Ce message la remercie spécifiquement de maintenir l'entreprise en vie. La pièce était si calme que je pouvais entendre les pages tourner. Le juge a regardé au-dessus d'eux. Ces lunettes, Monsieur Carter, ces déclarations étaient-elles exactes lorsque vous les avez écrites? Ethan a hésité. Son avocat a interrompu, votre honneur, nous apprécierions une courte suspension. Le juge a levé une main. Dans un moment, il est revenu sur ma chronologie une dernière fois avant de la poser soigneusement sur le bureau. Puis il m'a regardé directement, Madame Carter. Oui, votre honneur. Merci. La salle est restée silencieuse. Il a tapoté doucement la chronologie organisée avec son stylo. Ce n'est pas un argument émotionnel. C'est un argument factuel. Il a regardé vers les deux avocats. Sur la base du témoignage d'aujourd'hui et de ses documents justificatifs, la Cour ordonne un examen supplémentaire des divulgations financières avant toute détermination concernant la division des actifs. Le sourire d'Ethan avait disparu. Sa petite amie a lentement baissé les yeux vers le sol. Le juge a rassemblé les documents restants avant d'ajouter une dernière phrase. Lorsque les faits sont présentés aussi clairement, ils méritent d'être examinés avec tout autant d'attention. La salle d'audience s'est réunie. À nouveau 3 semaines plus tard. Durant cette période, l'équipe d'examen financier nommée par la Cour a examiné chaque document. Relevé bancaire, déclaration d'impôt, dossier d'entreprise, contrat de prêt, archives. De mai, tout. Je n'ai pas passé ces semaines à fêter quoi que ce soit. Il n'y avait rien à fêter. Un mariage avait pris fin. Aucune quantité de paperasse ne pouvait effacer cela. Quand je suis revenu dans la salle, Ethan avait l'air différent. La confiance qu'il affichait lors de la première audience avait disparu. Son costume coûteux était toujours parfaitement ajusté, mais la certitude dans ses yeux avait disparu. Le juge est entré, a examiné le rapport final et a parlé calmement. L'examen financier confirme que Madame Carter a apporté des contributions financières documentées substantielles durant les années de formation de l'entreprise. Il a tourné une autre page. Les preuves confirment également que plusieurs déclarations antérieures concernant la source du financement et les responsabilités financières du foyer étaient incomplètes. Personne n'a dit un mot. Le juge a poursuivi, en conséquence, les actifs matrimoniaux seront divisés sur la base du dossier financier vérifié et de la loi applicable. C'était tout. Pas de discours dramatique, pas de cris, juste la vérité. Après des mois d'incertitude, les faits parlaient d'eux-mêmes. L'audience s'est terminée moins de 30 minutes plus tard alors que les gens commençaient à quitter la salle. Ethan est resté assis. Son avocat a rassemblé ses dossiers en silence et est sorti. Même la femme qui était restée assise en souriant derrière lui lors de la première audience s'est éclipsée sans dire un mot. Pour la première fois depuis des années, nous n'étions que tous les deux. Il a regardé à travers la salle, Rachel. J'ai arrêté de marcher. J'ai eu tort. Sa voix semblait plus calme que tout ce que j'avais jamais entendu. Je
n'arrêtait pas de me dire qu'une fois que l'entreprise deviendrait un succès, tout ce qui s'était passé avant n'avait plus d'importance. Il a baissé les yeux sur ses mains, mais il a ajouté « mais c'était faux. Je n'ai pas répondu immédiatement. » Il a continué « je me suis convaincu que j'avais tout construit tout seul parce que c'était plus facile que d'admettre à quel point je dépendais de toi. » Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Je suis désolé. Il n'y avait plus de colère en moi, seulement de l'acceptation. Je n'ai pas passé 15 ans à t'aider parce que je voulais du crédit. Il a hoché la tête. Je sais. J'ai aidé parce que je t'aimais. Un autre silence s'est installé entre nous. Je n'ai jamais voulu que cela devienne une bataille. Moi non plus, a-t-il admis. Je voulais juste la vérité. Il a fermé les yeux un instant. Tu méritais cela. Je lui ai souhaité bonne chance. Non pas parce qu'il avait mérité mon pardon ce matin-là, mais parce que porter de l'amertume plus longtemps ne ferait que me garder lié à une vie qui était déjà terminée. Un mois plus tard, l'accord était finalisé. Le résultat financier était juste, pas extravagant, pas symbolique, simplement juste. Pour la première fois depuis des années, je ne construisais pas l'avenir de quelqu'un d'autre. Je construisais enfin le mien. Au lieu d'acheter une plus grande maison ou de prendre des vacances coûteuses, j'ai investi dans quelque chose que j'avais repoussé depuis presque 15 ans, mon propre cabinet de conseil. Une entreprise dédiée à aider les petites sociétés familiales à organiser leurs finances et à croître de manière responsable. Ironiquement, le rêve que j'avais retardé tout en aidant Ethan à construire son entreprise est devenu la fondation de mon prochain chapitre. La première cliente qui a franchi les portes de mon bureau m'a rappelé des années plus tôt, jeune, pleine d'espoir, essayant de construire quelque chose de significatif. Cette fois, je ne restais pas derrière le rêve de quelqu'un d'autre. J'étais à l'intérieur du mien. Parfois, les gens me demandent si je me suis sentie victorieuse après le divorce. La vérité les surprend, je n'ai jamais voulu de revanche. La vengeance m'aurait gardé tourné vers le passé. Ce que je voulais, c'était de la reconnaissance. Pas des applaudissements, pas de la sympathie. Juste la simple reconnaissance que les sacrifices silencieux comptent, même lorsqu'ils se produisent derrière des portes closes. La salle d'audience m'a donné cela. Mais quelque chose d'encore plus important s'est produit bien avant que le juge ne lise ma lettre, j'ai cessé de mesurer ma valeur à l'aune de l'appréciation de quelqu'un d'autre. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur dépendait de la question de savoir si la personne à mes côtés reconnaissait tout ce que j'avais fait. J'avais tort. Ma valeur avait toujours été là. Le juge ne l'a pas créée. Les documents ne l'ont pas créée. Le règlement ne l'a pas créée. Ils ont simplement révélé ce qui avait toujours été vrai. Et alors que je fermais la porte de mon nouveau bureau lors de mon premier jour d'activité, j'ai souri, car la chose la plus précieuse que j'ai emportée avec moi ne faisait partie d'aucun accord. C'était la confiance de savoir que la fondation la plus solide que je ne construirais jamais était celle que je bâtirais pour moi-même.